Bien, mes chers collègues, Madame Oberlinkel étant arrivée, je vous propose de faire l'appel, Monsieur Morateur. Merci, Monsieur le maire. Alors, on va y aller moins fort. Donc, pour l'appel, Richard Mallier. Présent. Amapola Ventron. Marie-Odile Armandon. Mathieu Pietri. Présent. Monique Salomon. Roger Mossé. Présent. Corinne Lemeu. Pouvoir. Edmond Eutedjian. Édouard Alessander. Mathieu Morateur. Claude Lampeau. Armand Chamla. Claudine Achintre. Colette Toulec. Dominique Bièche. Roger Wex. Yann Pertuizel. André Gauthier. Véronique Garnier. Pouvoir, voilà. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Pierassini. Patrice Lanzon. Joseph Cassaro. Marie-Pierre Vitiello. Vanessa Brescia. Christine Sicardi. Marie-Christine Oberlinkels. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois. Véronique Bianchi. Hervé Plisson. Et Anthony Chocroun. Voilà. Donc, nous sommes 26, nous avons le quorum. Bien, mes chers collègues, évidemment, le conseil municipal de ce soir n'échappe pas à la règle, il est filmé, je le dis toujours, puisque c'est une obligation. Et je voudrais vivement féliciter tous les acteurs des festivités estivales d'une rare richesse qui sont venus animer notre belle commune. Je vais bien sûr parler de la traditionnelle fête votive, la première fin de semaine d'août, mais surtout la nouvelle fête du village qui a replongé notre village dans les années 1900. Cette réussite inconditionnelle de ce nouveau temps fort bouquin est le résultat du travail de dizaines de concitoyens passionnés et attachés à Bouc-Bel-Air. Pour les absents, vous pourrez avoir un bref aperçu dans la prochaine revue municipale. Je vous rappelle que la revue de la rentrée paraîtra en octobre, pour permettre de couvrir la rentrée scolaire, dont l'adjoint délégué aux affaires scolaires nous fera un retour lors de ce conseil municipal. Comme je viens de l'énoncer, septembre est synonyme de la reprise pour bon nombre d'entre nous et apporte son lot de manifestations. Je vais bien entendu parler du forum des associations qui, pour des raisons météorologiques, a dû se replier aux terres blanches. Merci encore à toutes nos associations qui animent et dynamisent notre commune. Il y a également le lancement de la saison culturelle, Madame l'adjointe déléguée, sur l'esplanade des Terres Blanches qui s'est déroulée le 10 septembre dernier sur le thème du cirque pour le plus grand bonheur des jeunes bouquins. Hier s'est déroulé le célèbre festival des voix sous les platanes, organisé par Voice Gang, devant la Bastille de la Salle, un succès qui se répète année après année. La Bastide a également accueilli le 16 septembre dernier un nouvel événement festif, les musicales de la Salle. Alors c'était l'occasion de rendre hommage à un illustre bouquin également mis à l'honneur dans la revue municipale et plus tard dans ce conseil, Jean-Pierre Foulot. Il faudra ensuite patienter jusqu'au vendredi 6 octobre, c'est pas bien loin, pour voir jouer un spectacle musical singulier et humoristique, le Siffleur et son quatuor à cordes dans la salle des fêtes. Avis aux amateurs de jazz, je vous recommande chaudement de ne pas manquer le concert de Marie-Annick Saint-Céran au château le samedi 7 octobre, qui sera un hommage à Nina Simone. J'espère que vous le savez tous que Nina Simone, qui de son vrai nom s'appelait Eunice Kathleen Veillemont, elle a habité la commune. Elle a habité le lotissement Les Platanes pendant quelques années. Je pourrais vous raconter des anecdotes, mais je pense que c'est pas le moment, parce que j'avoue que à un moment donné, j'étais vraiment saturé. Bon. Alors, à tout fait. Elle avait une voiture immatriculée aux Pays-Bas, qui était une voiture française, avec elle est américaine, un passeport allemand. Je me souvenais toujours de ça, parce que c'était... et elle avait renversé 2 jeunes en moto, parce qu'elle était un peu excitée, on va dire. Voilà. Donc, bon. Entre autres, après, on en a fait d'autres, mais bon. Passons.
Alors, les États-Unis vont continuer d'influencer la programmation culturelle bouquaine, puisque nos amis de l'Ordre proposeront un concert d'orgue le vendredi 13 octobre avec Dexter Kennedy. Puis au château, une exposition de photos collectives intitulée Regard photographique, déclinée selon 2 thématiques, les terres de Jean Giono et l'eau, sous toutes ses formes, viendront remplacer l'exposition pluriartistique de photos, peintures et cultures dénommée Évanescence de Sandrine Berton et Corinne Glèche, terminée depuis hier. À partir du 9 octobre, Art Essence vous proposera une exposition sensorielle interactive, Bonnard, le jardin enchanteur, véritable ode à la découverte sensorielle du jardin du Midi. Côté bibliothèque, les animations pour la jeunesse se renforcent et dès ce mercredi à 16h, vous sera proposé un atelier de lecture pour les tout-petits de 12 à 24 mois par une conteuse pour les bébés. Je remercie aussi l'ensemble des bouquins patriotes venus nombreux commémorer la fête nationale du 14 juillet et son traditionnel défilé cet été, mais aussi la journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives qui s'est déroulée ce matin à la salle sous les marronniers. Je voudrais à ce propos saluer la participation de 2 classes de CM1 de l'école de la Salle à cette cérémonie. Le devoir de mémoire est capital pour éviter les tragédies passées et incombe aux jeunes générations. À ce titre-là, il y a un petit ouvrage de Michel Serre que je viens de commencer, mais que je n'ai pas encore fini, sur c'était mieux le passé, vous savez. Voilà. C'est un petit truc vite fait, je pense que Fogg en a parlé dans je ne sais plus quoi, d'ailleurs, dans la Provence, il me semble, l'éditorial de la Provence, d'hier ou d'avant-hier. Donc je l'ai acheté, je suis en train de le lire, c'est pas mal, parce que pour un certain nombre d'entre nous, je pense que c'est à lire. Et c'est vrai, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le XXe siècle, ça a quand même été un siècle, où on a vu un certain nombre de génocides, un certain nombre de guerres mondiales qui n'avaient jamais fait autant de morts. Je citerai par exemple la Première Guerre, et vous le savez. Donc notre devoir de mémoire, pour moi, est quand même très important. Le conseil de ce soir traitera d'ouverture dominicale, ainsi que de dénomination de rue, symbolique. Il y aura également des rétrocessions de terrain relatives aux aménagements sur le chemin de Sauvecanne. Nous aurons également diverses informations relatives à la rentrée scolaire, ainsi que la saison culturelle. Enfin, nous parlerons solidarité avec nos compatriotes victimes de Irma. Voilà, si vous le voulez bien, donc passons à l'ordre du jour. Alors, le premier, c'est évidemment l'éternel compte-rendu de séance du dernier conseil municipal du 3 juillet, classique, donc il n'y a pas d'observation, donc je le considère comme acquis, je vous remercie. Ensuite, nous avons les décisions du maire en fonction de l'article L 21-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc il s'agit d'une décision du 25/8/2017, qui est une convention d'occupation du domaine privé communal à titre précaire et révocable entre la commune et l'association Secours catholique Caritas France. C'est en fait le local de La Salle où il y avait un serre-linge et que le Secours catholique a repris l'activité d'un serre-linge. Donc il était évident qu'il fallait qu'on lui prête le local pour qu'il puisse continuer dans son activité. Question là-dessus? Il n'y en a pas? Ok. Ensuite, nous avons la mise à jour réglementaire de la délibération numéro 130602 relative au régime indemnitaire. Alors, en fait, il s'agit tout simplement c'est sur la demande du trésorier, et d'ailleurs, c'est peu d'agents qui sont concernés, puisqu'il s'agit des agents de catégorie A ou B de la filière technique, donc il n'y en a pas des masses, qui peuvent bénéficier de cette prime en application de l'arrêté de 2003 et l'arrêté du 25 août 2003 modifié dans la limite du taux de base annuel fixé réglementairement, affecté du coefficient prévu pour chaque grade. Vous avez tous compris que c'est en fait un truc de techno, mais qu'il faut que nous, on passe en délibération. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions là-dessus?
sur cette délibération? Pas de questions, donc je me vois cette délibération en voix contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons les avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordées par M. le maire au titre de l'année 2018. Alors là, on vous a donné des dates, mais en fait, vous allez, s'il vous plaît, noter d'autres dates. Ce que j'ai là, c'est les bonnes dates. Pardon. Voilà. On m'a signalé qu'il y avait d'autres dates. Alors, je vous donne ces autres dates. Alors, donc, il s'agit du 14 janvier, du 1er juillet, du 8 juillet, du 15 juillet, du 22 juillet, personne ne m'arrête, du 29 juillet. Pourquoi je dis personne ne m'arrête? Vous avez compris qu'en fait, on s'est trompé d'année. Voilà. Donc... Ah, ça change encore, alors. Bon, alors ça change encore. Alors, c'était les premières que j'avais, puis je sais plus. Voilà. Bon, alors, on a le 1er juillet, le 8 juillet, le 15 juillet, le 22 juillet, le 29 juillet, le 5 août et le 12 août, le 16 septembre, le 9 décembre, le 16 décembre, le 23 décembre et le 30 décembre. Voilà. Donc il y en a 4, 6, 8, 10, 12, puisque maintenant la loi Macron a rectifié ce qu'avait fait la loi d'un certain Richard Mallier en 2009, et il est monté à 12 dimanches du maire. Donc voilà. Donc je vous ai donné les bonnes dates. Donc est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ben, c'est essentiellement Décathlon. D'accord, ça n'a rien à voir avec l'entreprise chaque année qu'on renouvelle l'autorisation du dimanche, ça n'a rien à voir avec celle-là. Si, c'est celle-là. Si, il y a une usine qui chaque année. C'est celle-là. Ça, on l'a reçu il y a peu. Moi, je m'interroge là-dessus, hein, parce que les commerces alimentaires ont parfaitement le droit, enfin, ils ont une dérogation pour le dimanche matin. Donc, je ne sais pas s'ils sont vraiment concernés par le dimanche toute la journée. Voilà. Donc, de toute manière, nous verrons après, parce qu'après, il faut prendre un arrêté, puisque c'est vous, conseil municipal, qui me permettrait de prendre les arrêtés, hein, donc c'est clair, en ayant fixé les 12 dimanches. Après, il suffit de prendre un arrêté pour permettre à telle ou telle entreprise. Donc, voilà. De toute manière, c'est dans ces dimanches-là, donc il n'y a pas de souci, y compris Décathlon, c'est un peu ce qu'ils ont demandé, donc après on verra. Hein, La décision, si on dit non, ils ne peuvent pas les ouvrir le dimanche, c'est ça en fait? Les commerces alimentaires, oui, le dimanche matin. Voilà, ce qui fait, c'est pour ça que vous avez la grande distrie qui est un peu, comment dirais-je, comme elle ne peut pas ouvrir tous les dimanches, toute la journée, tout le dimanche, pardon, donc dans ce cas-là, elle n'ouvre pas. C'est pour ça que vous avez que les supérettes ou les petits centres commerciaux qui, eux, ouvrent le dimanche matin. Et voilà. D'ailleurs, mon collègue vice-président de la métropole demande que nous l'informions d'ailleurs des dates que nous avions retenues, de manière à ce que la métropole aussi va encore
va encore délibérer, vous imaginez. Pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué? Bon, passons. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? D'autres questions, pardon. Non? Donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Acquisition en euros symbolique d'une parcelle de 124 mètres carrés située de monsieur située chemin de Sauvecanne. Je ne sais plus quel numéro, mais bon, en bordure, si vous voulez, c'est en fait la personne qui a fait le lotissement, qui évidemment va nous rétrocéder 124 mètres carrés. Ceux qui sont utilisateurs du chemin de Sauvecanne, moi qui l'ai utilisé fort longtemps, je peux vous dire que avant il y avait une grande haie, que maintenant on a un chemin de Sauvecanne qui est un peu plus élargi, donc il y a un peu plus de sécurité à ce niveau-là. Mais vous verrez qu'on a aussi à côté une autre. Alors c'est la BT numéro 212 et c'est 124 mètres carrés qui correspondent en fait à un emplacement réservé au PLU. Hein. C'est même le numéro 45. Question là-dessus? Pas de questions, je me vois cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, on a toujours à l'euro symbolique d'une bande de terrain de 94,40 mètres carrés située en bordure de Sauvecanne appartenant au consort du Val. C'est la BT numéro 17. Et là, c'est au niveau du numéro 210, chemin de Sauvecanne. D'autres, des voisins, s'ils nous entendent ou s'ils sont là, enfin, qui voient ça, peuvent s'étonner. On acquiert à l'euro symbolique, parce que maintenant, on ne peut plus demander de cession gratuite comme on faisait avant dans le cadre d'un permis de construire. Donc on demande d'acquérir à l'euro symbolique, puisqu'évidemment, il faut que la commune, le jour où elle en a besoin, elle puisse faire son projet d'élargissement, compte tenu de toutes ces constructions qui se mettent dessus. Voilà. Là, pardon? On y fera un chemin piétonnier à Sauvecanne? Alors, on verra. Pour l'instant, on n'a pas encore, on n'est pas maître de tout. Hein. Sauvecanne, on a quelques parcelles où on est maître de trucs, mais pas partout. Donc, le piétonnier me semble important. Sauf, ou alors, quand le piétonnier en fasse par ailleurs, mais ça, on aura l'occasion d'en discuter. Ok? Plus de questions là-dessus? Voix contre? Il n'y en a pas? Abstention non plus? Unanimité? Je vous remercie. Ensuite, nous avons toujours l'euro symbolique d'une parcelle d'une surface de 194,70 appartenant à Madame Claire Tamissian, épouse Matikian. Alors là, pour ceux qui connaissent, vous allez comprendre tout de suite, c'est quand on va vers le sud, vers Décathlon, cette nouvelle voie qui a été faite en 2001, elle a été faite sur cette parcelle. Donc aujourd'hui, on va régulariser, mais on avait l'autorisation, hein, ne vous inquiétez pas. Le maire de l'époque n'a pas fait n'importe quoi, c'était en 2001. Le maire de l'époque a prévu l'élargissement du chemin de Sauvecanne à cet endroit-là, puisqu'il y avait l'ouverture de Décathlon ayant participé à cet élargissement, c'est clair. Par contre, ayant financé toute la partie qui était sur sa parcelle, qui est aujourd'hui la fin du chemin de Sauvecanne, jusqu'à l'échangeur des Cailloles, enfin au giratoire des Cailloles. Donc aujourd'hui, cette personne ayant demandé son permis de construire, on régularise, puisque nous l'occupons depuis maintenant plus de 17 ans. Plus de 16 ans. C'est déjà pas mal. Voilà. Pas d'autres questions, j'étais assez clair. Donc je mets au voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Et nous avons enfin une désaffectation d'une partie du chemin rural du Cougnaou, engagement d'une enquête publique préalable à son aliénation. Je vous le dis simplement qu'il s'agit de lancer une enquête publique, qui est préalable, donc il faut délibérer là-dessus, mais que pour l'instant, rien n'est encore décidé, puisque ça fera partie des négociations que nous avons avec la famille Burkhardt. Voilà. Donc c'est un chemin qui figure sur un plan, mais qui n'existe pas en réalité, donc qui
qui est sur une parcelle détenue par la famille, qui sont d'ailleurs en train d'exploiter. Voilà. Donc, le fait de montrer la volonté de la commune, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ira jusqu'au bout, puisqu'on aura des négociations et que nous aurons ici en conseil municipal l'occasion de délibérer là-dessus, parce que c'est certain que les négociations et les conversations qu'on peut avoir passeront devant le conseil municipal, devant la commission adéquate et le conseil municipal pour délibérer, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vous demande de délibérer simplement sur une intention. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Voix contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons taxe foncière sur les propriétés non bâties, modulation de la valeur forfaitaire pour la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles visés au grand A du grand 2 de l'article 1396 du Code général des impôts. Alors, je vais vous proposer deux choses. Un, une motion, et deux, une délibération. Donc, la motion, c'est pour dire tout simplement que nous nous opposons à cette loi et à la demande de retrait de la délibération que nous avons votée au mois de juillet. C'est ça, hein, au mois de juillet. Non, pardon. Hein, au mois de juillet, si. Et vous mettez 16-07-07 du 19 septembre 2016. Hein? Alors, c'est juillet 2016. Voilà. Donc, une délibération. Alors, attendez, je recommence. On s'oppose à l'exonération de cette taxe supplémentaire. Mais que, par contre, la loi nous permet de voter une surtaxe de 1 euro au lieu de 3 euros. C'est ça? L'adjoint délégué aux finances. C'est ça, voilà. Donc on a tout intérêt à voter cette délibération, mais il faut s'exprimer là-dessus. Je sais qu'on n'a pas la même avis avec certains, donc moi je souhaite que l'on s'exprime là-dessus, sur cette motion, puisque nous allons être obligés de prendre une délibération diminuant le taux de surimposition. Est-ce que j'ai été clair là-dessus? Est-ce qu'il y a des questions? Madame Berlinkels, vous avez la parole. Pourquoi vous ne lui avez pas donné le micro, Madame Berlinkels? Ah. Monsieur le maire, je voulais juste simplement rappeler que lors d'une, je ne sais pas si c'était en septembre 2016, mais Hervé Plisson était intervenu là-dessus, justement en disant qu'il valait mieux que la commune propose la somme de... Alors à l'époque c'était 5 euros, maintenant c'est effectivement descendu à 1 euro. On n'y était pas opposé, simplement on se disait qu'il valait mieux proposer quelque chose plutôt que d'attendre que ça nous tombe dessus, quoi. Voilà, c'est tout, donc on n'y était pas forcément opposé. Bien, alors... c'est important ce que vous venez de dire, parce que c'est pas l'impression que j'ai gardée de ce conseil municipal où nous avons délibéré là-dessus. Je sais pourquoi une telle décision a été prise en loi de finances. Je ne partage pas, je suis clair, c'est pour en fait bétonner, parce qu'on estime que on doit bétonner, enfin, le gouvernement de l'époque estimait qu'on doit bétonner et qu'on doit utiliser les terrains, étancher le plus possible les terrains, etc., pour des raisons de rentabilité des réseaux. Voilà, je vais le dire comme ça, c'est une des raisons qui est proposée. Et ensuite, ils veulent aussi que on construise le plus possible. C'est pas quelque chose qui est partagé par notre majorité. C'est pour ça que soyez bien clair, Madame Berlinkels. Donc je dis que la loi aujourd'hui dit plus c'est 5 euros, dit c'est 3 euros, mais le conseil municipal, dans sa grande sagesse,
s'il le conçoit, il peut le descendre à 1 euro. Donc je veux bien m'expliquer là-dessus, que les choses soient claires. Donc nous prenons cette motion, je vous propose de voter cette motion, qui dit qu'on est contre ça, mais qu'on va quand même voter cette diminution de la surtaxe. Oui, voilà. Donc, voilà. Mais c'est pas parce qu'on vote la diminution de la surtaxe qu'on est favorable. Mais on est obligé de le faire, autrement on nous appliquera 3 euros. On nous appliquera le maximum, comme dit Madame Armando. Voilà. Et on préfère que soit appliqué le minimum possible. On souhaiterait que ça soit 0 euros, mais le minimum possible, c'est 1 euro. Est-ce que j'ai été clair? Alors, la motion, on va d'abord passer à la motion. Donc la motion qui vous est proposée, c'est la même que celle de septembre 2016. Donc est-ce qu'il y a des voix contre là-dessus? C'est la même, hein, donc, mais c'est un peu, Jean-Marc, ça a un peu changé en ce sens que la loi de finances nous autorise à diminuer. Alors c'était 5 euros, maintenant c'est 3 euros le mètre carré, et nous autorise à diminuer jusqu'à 1 euro. On pourrait mettre 2,80, 2,50, 2, là. D'où la motion où on dit que nous on est contre, et après je vous proposerai de diminuer de 3 à 1 euro. Donc sur la motion, est-ce qu'il y a des voix contre? Abstention. Abstention, Madame Berlinkels. Donc c'est l'unanimité des votants. Sur la proposition de descendre de 3 à 1 euro, est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Abstention, Madame Berlinkels. Donc encore une fois, unanimité des votants. Je vous remercie. Ensuite, nous avons... C'est toujours moi, là. Un mandat spécial donné à une délégation du conseil municipal dans le cadre d'une représentation à Fiesole. C'est pas ça? Pardon? D'une représentation, oui, on est représenté dans le cadre d'une exposition à Fiesole, mais c'est une représentation du conseil municipal à Fiesole, avec un déplacement à Fiesole. Voilà, donc il vous est proposé, alors je sais plus où c'est ça, mais bien entendu. Voilà, moi je voulais juste parler de ce Ça marche pas. Juste poser une question. Ça fait pas longtemps que je suis au comité de jumelage. C'est très récent. Et je trouve qu'il y a une ambiance exécrable à l'intérieur. Alors, je ne voudrais pas qu'on en parle. Il ne faudrait peut-être pas qu'on en parle ici. Je ne sais pas. Mais il faudrait quand même qu'on ait un moment pour en parler tous ensemble, quoi. Et les personnes concernées, du moins, qu'on ait essayé une fois de calmer le jeu, de tout remettre à plat et compagnie. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut peut-être intervenir et qu'on puisse y faire quelque chose, quoi. Parce que c'est dommage pour les personnes qui s'engagent à fond dedans et pour le résultat qu'elles en ont, du moins pour l'ambiance qui y règne, c'est déplorable, quoi. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, si vous avez déjà parlé entre vous ou pas, mais j'aimerais bien qu'à l'occasion, peut-être une autre réunion, hein, on pourra la prévoir, quoi, hein, que vous assistiez à une réunion, quoi. Ok, Monsieur Bretin, je suis au courant de tout ce qui s'y passe. C'est clair, on ne va pas en débattre au conseil municipal parce que il y a des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration. D'ailleurs, l'opposition, vous y êtes. L'opposition donc concernée, je pense que c'est eux avant tout, hein, qui sont concernés. On ne va pas en débattre, surtout en séance publique. C'est un peu compliqué comme truc. Hein. Mais je suis au courant. Et Madame le maire adjoint de l'agriculture aussi est au courant. Voilà, donc moi je vous propose qu'il y ait une délégation qui représente le conseil municipal. On appelle ça d'ailleurs comment on appelle ça? Un mandat spécial, voilà. Un mandat spécial. Donc je vous propose que les membres du conseil d'administration représentant le conseil municipal soient
nous représentent et aillent à Fiesole. Voilà. Donc on prend en charge leurs frais, évidemment, etc. etc. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, la prise en charge des frais et tout le truc? Je pense qu'on peut le donner, on peut donner un mandat spécial à nos collègues. Voix contre? Il n'y en a pas? Abstention? Non plus? Unanimité? Je vous remercie. Ensuite, nous avons modification du mode de calcul du montant des contributions des communes membres aux dépenses de fonctionnement du syndicat intercommunal du Grand Vallat. Bon, c'est simplement prévu dans les statuts que nous avons adoptés au conseil municipal, mais tout d'un coup, le trésorier nous fait remarquer qu'on n'a pas délibéré. C'est marqué dans les statuts. La part de chaque commune, puisque maintenant il n'y en a plus que 2, donc à la suite de ça, les 2 communes ont changé, avant il y en avait 3, donc il faut que nous délibérions là-dessus, alors qu'on a adopté les statuts. Voilà. Pas de questions, donc voix contre, je me vois ces délibérations, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, on a vente aux enchères de véhicules communaux. Voilà, donc, conformément à la délibération du 28 novembre 2016, nous avons fait appel à la société Agora Store pour organiser la vente aux enchères. Donc, vous avez eu le tableau avec la valeur de vente. Vous voyez, malheureusement, il y a une différence, mais bon, entre nous soit dit, je le disais tout à l'heure à mes collaborateurs, il faut se dépêcher de vendre, parce que toutes ces 208 qui sont turbodées, vous verrez que vous aurez moins de gens qui vont se tourner vers le diesel. Donc le prix des diesels va évidemment baisser. Voilà. Bon, donc voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est simplement un rapport, donc on n'a pas de délibération, hein, c'est ça. Quel est le ordre électrique aujourd'hui Aujourd'hui, je crois que c'est quoi? C'est 7 véhicules électriques. C'est ça, 7 qui nous sont en propriété, 2 qui nous sont prêtés dans le cadre de location publicitaire, c'est ça. Donc c'est 9, et nous avons... Et puis 3 Kangoo sont commandés. Non, 3 pays. Les véhicules à plateau. Ah oui, puis on a les 3... comment ça s'appelle ces trucs? Les goupilles, voilà, les goupilles. On a 3 goupilles aussi, pour les services techniques. Et on en a 6 en commande, 7 en commande des Kangoo. Petit à petit, il a fallu reprendre ces locations, parce que c'était pas évident, c'était en location longue durée, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas possibilité de les racheter, donc il a fallu reprendre ces véhicules, et une fois qu'on les avait rachetés, maintenant on les vend et on les... Je rappelle quand même que ça coûtait 12 000 € par mois de location. TTC, je vous l'accorde. Pas de questions là-dessus? Est-ce qu'une date a été fixée? Pardon? Une date a été fixée pour les enchères? Ah ben non, mais ça y est, elles sont vendues. Vous avez la valeur nette. C'est juste... C'est un rapport d'information au conseil. On a décidé au mois de novembre, elles ont été vendues, et vous avez la valeur brute qui était expertisée. Non, la valeur brute, c'est la valeur Argus, non? C'est la valeur Argus, non? La valeur Argus, et un truc, ce qu'on a vendu... Voilà, alors, on me signale que ça doit être soumis au vote. Alors, votons là-dessus, voilà. Si vous avez encore des questions. Plus de questions, donc je mets au vote cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Oui, pour encaisser, il faut que vous ayez délibéré.
Alors ensuite, nous avons l'avenant numéro 4 entre la commune de Bouc et la Société des eaux de Marseille. En fait, c'est un truc très... puisqu'on a la convention d'affermage qui se termine le 2 octobre, et que le 2 octobre, on n'aura pas fini la procédure de DSP, donc je vous propose de passer ça au 31 décembre, de repousser jusqu'au 31 décembre, en sachant que la métropole souhaiterait que, mais on en parlera, je pense, dans un conseil municipal postérieur, souhaiterait qu'on garde même le truc jusqu'au au 1er juillet, parce qu'ils ne sont pas capables de reprendre aujourd'hui, au 1er janvier, le service. Voilà. Bon, donc, on aura l'occasion d'en reparler. Simplement, là, si on vous demande de voter jusqu'au 31 décembre, de repousser la limite de l'affermage, parce qu'on n'aura pas encore désigné, le docteur étant bientôt, désigné de successeur à la Société des eaux de Marseille. Non. Non, mais là, on a besoin, il faut qu'on attribue au 31 décembre. Pourquoi on n'a pas encore fait? Pourquoi c'est pas parti? Mais parce que c'est une procédure qui est un peu longue et les AMO ont laissé un peu traîner, parce qu'on a 2 AMO, hein, assistants à maîtrise d'ouvrage, un juridique et un technique, si je puis dire, technique et financier. Voilà, donc ils ont un peu laissé traîner le truc. Donc la procédure a pris un peu de retard, voilà. Donc vraisemblablement, on aura un conseil municipal au mois de décembre pour attribuer à quelqu'un. Plus de questions? Voix contre? Il n'y en a pas. Abstention? Non plus. Unanimité? Je vous remercie. Ensuite, nous avons l'ouragan Irma, versement d'une subvention exceptionnelle à la Fondation de France, donc qui vous est proposé de verser la somme de 7 193 € à la Fondation de France, évidemment, dans le cadre de l'aide aux sinistrés de l'ouragan Irma pour les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ça représente un demi-euro par habitant. Un demi-euro par habitant. 50 centimes d'euros, si on peut faire. Je pense que la commune de Boubella est quand même solidaire, doit être solidaire vis-à-vis de nos compatriotes, parce que... Pardon? Les 50 centimes, c'est pas 193, c'est précis. Eh oui, parce qu'en fait, vous faites le calcul, on est à 14 300 et des poussières, quoi. Non. Voilà, 14 386. Donc vous divisez par... Non, ça ne fait pas 93. Tu t'es trompé. Ça doit être 93, ça doit faire... Oui, 86, c'est ça. Autant pour moi, Monique, c'est ça, c'est exact. Voilà. 14 386 sont habitants. Bon, voilà. Donc, dites-vous bien que si l'ensemble des communes fait ça, ça veut dire qu'il peut tomber déjà sur les 65 millions d'habitants, mais il peut tomber aux 32 millions. Hein, donc voilà. Plus l'État, plus les assurances, plus ceci, plus cela. Ça leur fait beaucoup de bien. Madame Berlinkels, vous avez la parole. Oui, je voulais savoir, connaître le choix de la Fondation de France. Pourquoi avoir choisi la Fondation de France? Est-ce que vous avez des... Voilà. Parce comment que ce choix a été fait, quoi? Le gouvernement préconise la Fondation de France. À ma connaissance, il y avait 2 organismes aussi caritatifs qui le faisaient. C'était le Secours catholique ou le Secours populaire. Bon, pour moi, la Fondation de France, c'est très neutre. Voilà. Oui, parce que, bon, il y a 15 jours, quand j'ai su qu'effectivement il allait y avoir ce vote au Conseil, j'ai appelé donc monsieur Pietri pour lui dire qu'effectivement il y avait un certain nombre d'associations, en tout cas de théâtres, qui se mobilisaient pour soutenir les sinistrés donc, de Saint-Martin.
Et je lui disais que si effectivement la ville souhaitait s'investir dans cette enfin, par rapport à ce sinistre, ça pouvait être intéressant qu'on choisisse une association bien carrée, de manière à ce qu'on puisse vraiment suivre ce que cet argent donné par Bourg-Bel-Air pourrait permettre de faire. Parce que très souvent, on donne de l'argent aux associations, mais on ne voit pas vraiment ce qui est fait. Et donc, je lui avais parlé d'une école en particulier de Saint-Martin, très touchée par l'ouragan. Voilà, donc je voulais savoir si c'était possible d'avoir, comment dirais-je, un interlocuteur qui ne soit pas une fondation, mais qui permette après d'engager des relations entre les enfants de Bourg et ces enfants qui ont tout perdu, leur école, et puis très souvent les familles, puisque c'était quand même dans une zone assez déshéritée, qu'il y ait un suivi avec, pourquoi cet ouragan, qu'il y ait un échange entre les enfants, et puis en même temps, l'argent n'est pas donné comme ça, mais les enfants de Bourg peuvent suivre aussi ce que peut permettre le soutien de la ville de Bourg-Bel-Air. Voilà, c'est ce que j'avais proposé, mais je n'ai pas eu de retour, puisque voilà, il devait en discuter avec vous, Mathilde. C'est le secours catholique. Comment? Secours catholique. Non. Alors, plus exactement, je vous ai fait retour de la volonté, effectivement, dont on avait discuté précédemment. Nous, le retour que je vous avais fait, pour être précis, c'était qu'effectivement, pour avancer dans cette voie-là, il nous fallait des informations un peu plus précises que celles que vous m'aviez données, et effectivement que nous étions en attente d'informations sur l'association, sur ce qu'ils font pas, etc., pour pouvoir prendre une décision. C'est des circonstances dans lesquelles, effectivement, malheureusement, il y a quand même pas mal de pagaille, il y a pas mal de choses qui se passent, effectivement, et il me semblait intéressant quand même que nous ayons un peu d'informations concrètes afin d'avancer sur le dossier. C'est-à-dire que je vous avais parlé d'une école, donc à partir de là, on avait un interlocuteur. Après, je pense que il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le conseil municipal a le désir de soutenir justement des sinistrés, on peut très bien voter une subvention de temps et ensuite voter par la suite, dès lors qu'on aura toutes les garanties nécessaires, tout à fait. Pour quelle association, quelle école, je crois que donner de l'argent à la Fondation de France et le donner pour une action bien précise et permettre justement aux enfants de Bourg de suivre où est allé cet argent-là, qu'est-ce qui a été reconstruit, etc., ça peut être aussi symboliquement intéressant. C'est-à-dire que c'est pas juste donner de l'argent, les enfants vont être vraiment conscients de ce qui a été perdu par d'autres enfants, quoi. Madame Berlinkel, simplement, vous avez raison quand vous le dites. Je me souviens, il y avait des inondations du côté de Sommières, etc., où, sur ma proposition, alors que j'étais dans l'opposition à l'époque, la commune avait voté une subvention à une autre collectivité, à une autre commune, pour reconstruire ceci, reconstruire ça. Là, on se trouve dans... C'est vraiment rasé. On a l'impression qu'il y a eu plus qu'un tsunami, qu'il y a eu qu'il y a eu une guerre avec la destruction de tous les bâtiments. C'est ce qui s'est exactement passé. Donc c'est plus compliqué parce qu'il n'y a plus aujourd'hui d'entités qui existent. Enfin, elles existent sur le papier, mais elles ne fonctionnent plus. Elles n'ont plus les moyens de fonctionner. Donc pourquoi avons-nous pris la Fondation de France? Parce qu'on sait que c'est le gouvernement qui a demandé à ce qu'on aille vers la Fondation de France. Nous avons d'ailleurs marqué sur le site que nos concitoyens qui veulent faire un don, on leur a donné toutes les coordonnées et ils peuvent le faire. D'autant plus que, contrairement à nous, mais eux, chaque administré qui va donner, chaque individu, chaque contribuable qui va donner quelque chose, pourra avoir une réduction d'impôt des 2/3, si je ne m'abuse, ou des 3/4 d'ailleurs, 2/3 ou 3/4
de la somme qu'il donnera, si vous voulez. Donc, bon, ça intéresse aussi l'État, parce que l'État, quand vous donnez 100, ça vous coûte que 33, puisque 66 sont donnés par l'État. Ça fait des recettes en moins de l'État. Donc l'État nous dit, voyez la Fondation de France, qui, à mon avis, l'organisation de telles réparations, de telles reconstructions, elle ne se fait pas sur place, elle va se faire à partir d'autres points de la métropole, vraisemblablement de la métropole, avec ou à partir de la Guadeloupe, mais on aura organisé ça en métropole, et à partir de la Guadeloupe, on le fera, parce que aujourd'hui, il n'y a plus rien, quoi. C'est clair. Que ça soit Saint-Barth ou Saint-Martin, il n'y a plus rien. Donc, moi, je vous propose aujourd'hui de donner notre contribution en espérant que d'autres le font, mais en se disant, c'est compliqué, ça part d'un bon sentiment, mais c'est compliqué pour organiser par qui que ce soit, puisqu'il n'y a plus rien sur place, par qui que ce soit, donc prévoyons de rentrer dans l'organisation nationale de réparation de tout ça et de restauration de tous les bâtiments qui sont là-bas. Voilà. Après, maintenant, vous avez une proposition. Si vous voulez être plus précise, on peut la voir, mais alors ultérieurement. Puisqu'en fait, vous n'avez pas répondu à la question de Mathieu Pietri, en disant qui, quand, comment, pourquoi. De toute façon, répondu le nom de l'école, j'ai le nom de l'école, etc. La question n'est pas là. C'est soit, je suppose que, est-ce qu'on dit, on donne, par exemple, si la ville de Bougueillère décide, ou des gens décident de donner, de faire un don à une école en particulier, la question est, est-ce que, en donnant à cette école, ils vont récupérer par rapport à leurs impôts, etc., comme s'ils le faisaient à la Fondation de France? Bon, ça c'est une question. D'autre part, Monsieur le maire, j'ai pas de famille à Saint-Martin, mais j'ai des amis qui y habitent depuis 30 ans. Les gens sont sur place. Les écoles, pour l'instant, j'ai une amie qui institue précisément dans l'école qui a subi ces dégâts. Donc les murs sont encore là. Ils n'avaient pas encore pu rentrer dans l'école pour voir l'état de ce qui restait. Mais les gens habitent sur place, les gens sont sur place, certains qui peuvent se déplacer, etc. Donc, heureusement qu'ils sont sur place. Voilà, comment il faut donc, pour reconstruire. Donner à la Fondation de France, c'est très bien. Bon, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Maintenant, dire qu'on va voter aujourd'hui une subvention qui, par la suite, lorsqu'on aura toutes les garanties pour être attribuée à un organisme bien précis, ça peut être, et permettre le suivi de cette action-là, ça peut être aussi intéressant. Donc c'était une proposition, maintenant, c'est vous qui décidez, monsieur le maire. C'est pas moi qui décide, c'est l'ensemble du conseil qui décide. Bon. Oui, c'est l'ensemble du conseil qui décide. Ceci étant, non, mais encore une fois, je comprends très bien. Il y a encore des gens qui sont là-bas. Il y en a beaucoup qui sont rentrés. Les conjoints sont rentrés et on a laissé qu'une partie de la famille, bien souvent, parce qu'il faut reconstruire, parce que ceci, parce que cela. À la limite, si vous avez... Alors, si c'est une école communale, ça veut dire que c'est une commune qui est concernée, ben, pourquoi on ne ferait pas, à la limite, un don à cette commune ? Mais le problème, c'est que cette commune, elle va s'intégrer dans un plan de réparation, je veux dire, total, qui... voilà, c'est ça. Vous imaginez pas ce que c'est. Il y a plus... Aujourd'hui, on veut faire des travaux dans une école chez nous. Ben, on demande, si c'est moins de 25 000, hors taxe, on demande à telle ou telle entreprise. Enfin, moi, je demande au moins 3 devis. Donc, on demande 3 devis, on choisit... Mais le problème, c'est que là, aujourd'hui, vous avez tout à faire. Donc, est-ce que c'est elle qui va passer en premier? Est-ce que c'est pas elle? Est-ce que c'est... Bon, moi, je pense qu'il vaut mieux rester dans un élan national, participer à cet élan national, qui, pour moi, c'est faire preuve de solidarité, plutôt de cibler sur quelqu'un ou sur une école en particulier. Alors, c'est vrai que, symboliquement, vous avez raison. Ça veut dire que les enfants, qu'après il va falloir que vous les emmeniez, quand on vote une subvention pour les emmener, ou une délégation spéciale pour les emmener là-bas sur place, ça fait un peu loin, je veux dire. Bon. Mais non, mais toute plaisanterie mise à part, vous l'avez compris, c'était un peu humoristique de ma part. Je pense qu'il vaut mieux s'intégrer dans un élan national,
où on va décider avec les administrateurs sur place, vont décider, on fait telle école après telle école ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Moi, je n'y suis pas, je préfère faire confiance aux gens de la Fondation de France, dont on sait que on n'a pas normalement, on n'a pas trop de pertes dans les tuyaux, pas en ligne, mais dans les tuyaux. Voilà, on sait que c'est une fondation qui existe, et c'est bien ciblé d'ailleurs pour la catastrophe de l'ouragan Irma, pour Saint-Barth et Saint-Martin. Ok, je m'envoie ces délibérations. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Eh bien écoutez, je vous remercie, c'est unanimité. Eh bien nous allons changer de rapporteur, merci, c'est gentil à lui. Nous allons prendre Madame Armandon, qui va nous faire le rapport d'activité 2016-2017 sur la politique culturelle de la commune. Alors je vais vous présenter le bilan de la saison culturelle, donc 2016-2017. Il faut tout d'abord souligner qu'en dépit du contexte de fortes contraintes budgétaires et de maîtrise des dépenses, la ville de Bouc-Bel-Air a fait un choix politique fort, celui de préserver une politique culturelle variée et de haute qualité. En décidant de maintenir les budgets culturels, la ville a voulu pérenniser une programmation diverse, d'une grande exigence artistique, puisqu'en effet, elle propose de nombreux spectacles primés nationalement et internationalement. Une action très forte en direction du public scolaire est aussi affirmée. Il n'en reste pas moins qu'une attention particulière est portée à la rationalisation des coûts à travers l'inscription de la ville dans de nombreux réseaux professionnels, de montage de tournées, de mutualisation des repérages et l'utilisation de tous les dispositifs d'aide existants. Les aides à la diffusion de spectacles vivants de la métropole et du conseil départemental représentent plus de 14 000 € sur la saison, soit 10% du budget. En ce qui concerne les tarifs qui sont appliqués dans la saison culturelle, ils n'ont pas été changés pour les spectacles. Le tarif plein reste à 12 € à partir de 12 ans. Le tarif réduit à 8 € pour les terres blanches. Au château, pour les cafés-concerts, le tarif est unique à 10 €. Grâce à tout cela, nous avons un public fidèle et la plupart des spectacles sont complets. Et nous avons eu l'année dernière 53 abonnés sur la saison. En ce qui concerne les spectacles aux terres blanches et au château, l'ouverture de saison, depuis plusieurs années, se fait en extérieur. Elle touche un public familial avec au moins 450 personnes dans l'après-midi. En cours de saison, aux terres blanches se sont succédés 13 spectacles avec une moyenne de 170 personnes présentes pour un gradin d'une capacité de 190. Ce sont des spectacles de ciné-théâtre, danse, théâtre classique, chant, comédie, théâtre d'humour avec le 9e Festival du Rire, la 5e édition du Festival Mon Échappée Belle. Nous avons accueilli 4311 personnes et 75 classes. À noter l'année dernière la semaine italienne dans le cadre du pacte d'amitié avec Fiesole, qui s'est déroulée aux Terres Blanches avec le chœur Novecento et la rencontre avec les chorales de Bouc-Bel-Air, au château avec l'exposition des artistes fiesolans et un café-concert aussi au château. En ce qui concerne le château plus particulièrement, nous avons proposé 4 cafés-concerts et 2 contes, ce qui représente 392 personnes. En ce qui concerne les manifestations à l'extérieur, nous sommes partenaires de Wolfgang, association bouquine qui organise aussi avec le soutien de la métropole des voix sous les platanes, 3 concerts gratuits en septembre. Pour cette année, ça a eu lieu hier. L'année dernière, ça avait accueilli 400 personnes. Je pense que hier, il y avait plus de monde encore. Et c'était la 10e édition hier. Tous les 2 ans, les ateliers portes ouvertes ont lieu. C'est une route des arts. Les artistes ouvrent leurs ateliers aux personnes. C'était la 3e édition. Et les 13 artistes ont ouvert leurs portes à 270 personnes. Les rendez-vous musicaux dans les jardins d'Albertas, 17e édition, sur 2 soirées, des concerts gratuits. On a reçu 2200 personnes. Et malheureusement, pour la première fois, le 28 juin, nous avons dû faire un repli aux Terres Blanches à cause de la pluie, ce qui nous a privés d'une partie du public. Nous avons accompagné 2 visites hors les murs au musée Granet et à l'hôtel de Caumont.
En ce qui concerne la programmation en partenariat avec la bibliothèque, 2 spectacles ont eu lieu dans la bibliothèque. Il y a aussi une culture scientifique qui a été proposée avec le planétarium en séance scolaire et en tout public. Les expositions au château, un travail important est fait en direction des enfants. Nous avons proposé 2 expositions pédagogiques aux scolaires et au centre de loisirs dans le domaine des arts plastiques et de la photo. Et ces expositions ont concerné 1161 enfants. 2 expositions itinérantes sur le patrimoine et l'école d'autrefois sont proposées aussi. Elles ont été proposées à 551 enfants l'année dernière. Il ne faut pas oublier les ateliers découvertes de l'orgue pour 106 enfants et des ex-voto 84 enfants. En ce qui concerne les expositions professionnelles, elles ont été au nombre de 6. Elles concernaient la peinture, la sculpture, la céramique et l'exposition des artistes de Fiesole, le salon des lauréats, le salon des artistes. La fréquentation totale des expositions représente 5024 entrées, 58 classes et 3 groupes du centre de loisirs. Il y a aussi les expositions associatives au nombre de 14, 2 à la Bastide pour Septembre en mer et la généalogie de la DSB, et 12 au château. En ce qui concerne les recettes de billetterie, en 2016, nous avons eu 13 382 €. Ce rapport d'activité a été présenté en commission culture et a reçu un avis favorable. Et il va vous être envoyé par mail. Pour l'année prochaine, la saison 2017-2018 qui vient de commencer, le 10 septembre, nous essayons de maintenir le cap et nous vous proposons le prochain spectacle le 6 octobre, le Siffleur. Nous vous attendons nombreux à ce spectacle et le prochain vernissage le 28 septembre pour une exposition de photos. Merci Madame Armandon. Est-ce que vous avez des questions à poser à Madame Armandon? Voilà, c'est simplement, on n'a pas à voter ça. Hein. C'est simplement une communication. C'est le rapport d'activité, voilà. Bien. Ensuite, nous avons rythme scolaire, dérogation à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires de Bourbelaire, rapporteur Mathieu Pietri. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, cette année, 1425 élèves ont pris le chemin de l'école, 517 maternelles, 908 élémentaires. C'est un chiffre qui est en légère augmentation par rapport à l'année dernière, mais qui est très légère augmentation. Cette année, on peut noter, lors de nos nouveautés, l'arrivée de 2 nouvelles directrices à l'école des Pins. Une, donc, en maternelle, Madame Abiven, et en élémentaire, Madame Pérassou. Bienvenue à elle. Sur le front des travaux et des installations diverses sur l'été, ont été installés des défibrillateurs sur l'ensemble des écoles. Et on continue l'installation des VPI, des vidéoprojecteurs interactifs. 4 ont été installés cet été, ce qui porte le chiffre total d'installation sur la commune à 21. Je vous ferai grâce des travaux, peinture, réparation de rideaux électriques, isolation qui ont été faites pendant cette période également. Sur les rythmes scolaires, proprement parlé, Mathieu, permets-moi de te couper simplement pour rappeler que nous avions principalement les vacances pour faire l'entretien et les travaux dans les écoles, puisque le mercredi avait quasiment sauté. Il n'y avait plus que le mercredi après-midi. Voilà. Donc imaginez que ça permet de faire une liaison avec ce que tu vas dire maintenant à propos de la semaine à 4 jours. Voilà. Donc le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif à l'organisation de la semaine scolaire est entré en vigueur le 28 juin 2017 et permet aux directeurs d'académie des services de l'éducation nationale, sur proposition conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire
ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours. La commune de Bouc-Bélair a souhaité recueillir l'avis des familles par le biais d'une consultation sur le site de la ville sur les choix suivants. Maintien des TAP et de la semaine à 4,5 jours, donc qui a recueilli 27% des suffrages avec un taux de participation qui était supérieur à 80%, donc énormément de participation. Revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017 qui a obtenu 65% des résultats, et revenir à la semaine de 4 jours à partir de la rentrée 2018, on était de l'ordre de 8%. L'issue de cette consultation a donc mis en évidence la volonté des parents d'élèves de revenir à la semaine de 4 jours, et ce dès la rentrée 2017. La municipale a relayé et porté ce choix auprès des services de l'éducation nationale. Les 8 conseils d'école se sont également prononcés à l'unanimité au retour de la semaine des 4 jours pour la rentrée 2017 et à l'organisation de la semaine scolaire conformément au décret que l'on a nommé. Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, le TASEN, a validé le retour à la semaine des 4 jours pour la rentrée 2017. Alors, cette rentrée, effectivement, et ce retour à la semaine des 4 jours a posé un certain nombre de soucis, notamment, vous l'imaginez bien, sur le mercredi matin, sur l'accueil des enfants le mercredi matin. Nous avons pris le parti, effectivement, d'ouvrir le mercredi matin aux listes d'attente, avec une augmentation de la capacité d'accueil sur ce temps. On était sur 172 places initialement, et on est passé par l'ouverture de l'école des Pins à 232 places. Ce qui veut dire que à ce jour, toutes les demandes n'ont pas été satisfaites, mais un très grand nombre de demandes de parents a été satisfaites. Ce chiffre sera augmenté également pour les vacances scolaires, donc plus de capacité d'accueil. Pardon Mathieu, je te coupe, parce que j'attire l'attention du conseil municipal sur ce que j'avais compris, moi, il y a 3 ans et demi, quand on a fait ce bâtiment, où on parlait de 300 places de centres d'hébergement, de loisirs sans hébergement. Il y a 300, vous entendez, 172, donc on est loin des 300. Pardon, Madame Berlinkels, je n'ai pas dit de référence à une date, mais tout le monde a compris que ce bébé, on a eu l'héritage. Il est donc demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires de Bouc-Bélair, à savoir 8 demi-journées réparties sur 4 jours. Si vous avez des questions à poser à Mathieu Pietri, Madame Berlinkels, vous avez la parole. Je crois que, je ne me rappelle plus quelle date exactement, quel conseil municipal, mais on avait discuté de la possibilité éventuellement, même si on revenait à cette semaine de 4 jours, de retenir les bonnes idées qui avaient émergé des rythmes scolaires. Donc maintenant qu'on est revenu aux 4 jours, est-ce qu'il y a des changements quand même qui ont été par rapport aux activités des enfants, voilà, est-ce qu'il y a des changements? Oui. Alors, il y a plusieurs changements à plusieurs niveaux, effectivement. L'objectif, c'est vraiment de donner la possibilité à nos enfants de bénéficier de ce qui a été positif dans les TAP, avec notamment l'implication forte des associations et le lien et la co-construction que nous avons eu avec les parents d'un côté, les enseignants de l'autre, la commune en troisième lieu, sur le temps de l'enfant. L'enfant, aujourd'hui, effectivement, entre la garderie du matin, l'école, la récréation, le temps méridien, etc., et effectivement, sa journée est sectionnée et saucissonnée. L'idée, effectivement, était d'avoir une homogénéité
sur le temps de l'enfant et un accompagnement global. Ce que nous avons fait effectivement avec notamment des règlements intérieurs des écoles qui sont communs à tous les temps. Le deuxième constat, effectivement, c'est que l'apport associatif lors des TAP a été très bénéfique pour nos enfants. L'apport associatif et l'apport effectivement d'activités mairie avec des animateurs, etc. C'est ce qui est fait, c'est ce qui va être fait, c'est ce qui est mis en place lors de l'accueil de loisirs le mercredi et les vacances scolaires. C'est-à-dire qu'effectivement, les associations proposeront, on a proposé aux associations de venir et d'intervenir, c'était un des objectifs que nous avions avec la capacité, l'augmentation de la capacité d'accueil, d'intervenir sur les moments de la LSH pour proposer des activités à nos enfants. Sur le temps mairie et périscolaire, nous y travaillons. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, l'été n'a pas été de tout repos pour tout le monde, puisque effectivement la réforme et l'organisation a été mise en place au pas de charge. Donc on a des pistes qui sont sur la table. Certaines vont être mises en place effectivement avant les prochaines vacances scolaires. D'autres à la rentrée, donc des vacances de la Toussaint, sur les temps garderie, mais également sur le temps méridien. Et je dirais surtout sur le temps méridien. Donc l'idée, effectivement, est de mettre en œuvre des moments d'activité, mais aussi des moments de repos pour l'enfant, puisqu'effectivement, ils ont besoin d'avoir quand même un certain nombre, un moment de repos, de retrait. Voilà. Donc effectivement, on fait un bilan, tant sur l'aspect négatif, mais également positif de ce qu'a pu apporter la réforme des rythmes scolaires précédentes, afin d'en faire bénéficier nos enfants. Parmi donc les bénéfices, vous notiez l'implication forte des associations. Bon, elle était forte effectivement au moment des rythmes scolaires, mais c'était des implications payantes. Aujourd'hui, est-ce que vous parliez de la même implication des associations? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de bénévolat ou est-ce qu'il va falloir prévoir un budget quand même pour ces associations? Alors effectivement, ce sont des associations qui interviennent et qui ont des charges fixes. Donc nous avons intégré effectivement l'abandon des TAP. L'abandon des TAP, de toute manière, est un moindre coût pour la commune. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'actions qui sont faites dans le cadre de bénévolat, mais pas seulement. Après, c'est une question de mesure. Et sur le temps ALSH, ça participe. Aujourd'hui, on a déjà des intervenants extérieurs qui viennent sur le temps bénévolat. Les intervenants extérieurs à la commune qui sont rémunérés viendront un peu moins et nos associations locales prendront le relais. Simplement, Mme Bellinkers, moi je note qu'il y a 3 ans et demi, aujourd'hui, nous avons été élus, la majorité, et qu'on nous a demandé de mettre en place des TAP pour la rentrée qui avait lieu au mois de septembre. Donc, c'est-à-dire, en fait, on était fin mars, il restait avril, mai, juin. Il restait 3 mois. Nous l'avons fait, nous avons fait le pari, nous avons répondu. L'ancienne équipe n'avait rien préparé, enfin, à notre connaissance, puisque c'est ce qui nous a été dit à ce moment-là. Donc, on a mis au point. Conformément à ce que j'avais dit pendant la campagne présidentielle, si le président de la République décidait, c'est ce qui nous a semblé décider, encore fallait-il qu'il soit élu, bon, il a été élu, décider de laisser le choix aux communes, nous avons dit que ce choix-là, ce serait nos concitoyens qui le feraient. Nos concitoyens, mais quand je dis nos concitoyens, les parents d'élèves concernés
et les instituteurs concernés. Évidemment que moi, j'ai pas d'enfants, j'ai plus d'enfants là-dedans. Les miens, au contraire, ils ont des enfants dans les écoles, donc c'est eux qui ont voté, c'est plus moi, mais bon. Et on avait dit la chose suivante, il faut remercier Mathieu Pietri et l'ensemble du service scolaire, ce qui a été fait, où en l'espace de quelques jours, on a monté une possibilité pour les gens de s'exprimer. Ils ont reçu un courriel leur disant, voilà, on vous consulte. Et la consultation, c'était en fait 3 questions. Première question, est-ce qu'on continue les TAP? Ma foi, ils étaient tellement bons qu'il y en a, je crois, 27% qui se sont prononcés pour qu'on continue. Vous voyez, ce qu'on avait mis en place, ça s'est, je vous l'accorde, ça s'est bonifié au fil du temps, mais ce qu'on avait mis en place, 27% voulaient qu'on continue. Malgré les effets notoires que l'on connaissait et défavorables sur les enfants. Principalement, c'est le fait qu'il fallait qu'ils se lèvent un jour de plus. Bon. Deuxième question, où ils pouvaient répondre, c'était de dire, si on les supprime, on attend 2018, parce qu'on savait que nous, on aurait des soucis pour mettre ça en place, mais on savait aussi que les parents, nous étions fin juin. Nous avons aussi que les parents auraient quelques difficultés à faire garder les enfants, parce que s'ils ne viennent pas à l'école le mercredi matin, eh bien dans ce cas-là, il faut le faire garder. Ou si on travaille, ou si on ne travaille pas, tant mieux, mais enfin, en tout cas, il faut s'organiser en fonction de ça. Donc, nous avons pensé que c'était peut-être une solution de dire, écoutez, on attend et on prépare ça pour septembre 2018. Mais écoutez, la troisième question, c'était on le met en route dès septembre 2017. C'est la majorité. La majorité s'est prononcée là-dessus, 66%, et j'avais dit, nous appliquerons ce que veut la majorité. Et il a fallu en quelques jours, parce que, autant tout à l'heure, j'ai fait remarquer qu'entre le fin mars et fin juin, il s'est passé 3 mois, là, pour supprimer et mettre en route, si vous voulez, la suppression, il ne s'est pas passé 3 mois, il s'est passé quelques semaines et on avait un mois maximum, puisque après, au mois d'août, il ne se passe plus rien et au mois de septembre, nous avions la rentrée. Voilà. Donc moi, je dois dire que ça a été extraordinaire, le travail qui a été fait. Il faut rendre hommage à l'ensemble des personnes qui s'en sont occupées, collaborateurs ou élus qui se sont occupés de ça, parce que c'était vraiment un tour de force. Mais en tout cas, nous avons tenu nos engagements, et en 2014, en arrivant, en mettant au point et en place ça, et en 2017, à la suite de la décision de M. le Président de la République. Bon, plus de questions à Mathieu Pietri. Donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons la dénomination de la promenade Jean-Pierre Foulon. Rapporteur Monique Salomon. Merci, Monsieur le maire. Conformément à l'article L 121-29 du Code général des collectivités. Bah alors. Mais si tu parles dans le micro, on t'entend. Si tu ne parles pas dans le micro, on t'entend Je pas. parlais dans le micro. Et non, le micro, non, si tu le Tu mets me là. dis quoi? Bon, disons que le conseil municipal donc, est tenu de procéder à la dénomination des voies de son territoire. Et nous voulons rendre hommage à Jean-Pierre Foulon. Et nous vous proposons donc que la promenade qui est derrière le centre commercial de la Salle et qui longe le Valat jusqu'au square... Non, après, jusqu'à la rue... jusqu'à la rue Edmond Rostand, Alphonse Daudet, mais près en passant par le square du colonel Partiot, donc dénommer cette voie la promenade Jean-Pierre Foulon. Je pense que vous connaissez tous Monsieur Jean-Pierre Foulon. Mais j'aime pas coller là-dessus ou pas. Monsieur Jean-Pierre Foulon, donc, qui a été donc le président de l'association Association de l'animation et développement du Sud de Bouc, qui a été le directeur de la publication du journal ADSB, etc. Et donc, on vous demande d'accepter que cette voie se nomme la promenade Jean-Pierre Foulon. Elle va être aménagée jusqu'au bout, parce qu'actuellement, elle est aménagée qu'en partie.
Oui, on en a parlé justement. On en a parlé justement en réunion tout à l'heure, et oui, il faut revoir, parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits, et en fait, il y a des choses qui sont restées, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Jean-Marc Bottin a raison. C'est un chantier énorme qui a été fait par le CIPA, enfin financé par le CIPA, qu'on a suivi évidemment, qui a défoncé tous les trucs, puisqu'on a fait une nouvelle canalisation. C'est tout le travail qui reste en surface. Bon, alors ceci étant, quand on a un cheminement piétonnier, l'herbe elle ne repousse pas à l'endroit où on passe. Hein, je veux dire, bon, c'est clair, mais c'est un cheminement piétonnier. Je pense qu'il est important qu'on prenne une telle décision, vis-à-vis de ce qu'était Jean-Pierre Foulon. En plus, je suis fort aise, puisque tout le monde sait que Jean-Pierre Foulon a été élu conseiller municipal d'opposition quand j'étais maire. Donc, vous voyez, on n'avait pas les mêmes opinions politiques, si je puis dire, mais c'est un garçon avec qui j'ai énormément travaillé, échangé beaucoup, et qui a fait beaucoup à la commune, qui a apporté, de par son action, peut-être pas élu, parce qu'il est resté un an, il ne s'est pas représenté, mais par contre, il a fait énormément dans le milieu associatif, et la DS qui a été indiquée tout à l'heure, et puis il a défendu la commune dans le cadre professionnel. Donc je pense qu'on devait lui rendre hommage, qu'on doit lui rendre hommage comme ça, et j'en ai discuté avec la famille, j'ai l'autorisation de la famille, vous vous en doutez, discuter avec la famille, et c'est même en commun qu'on a choisi de vous proposer promenade Jean-Pierre Foulon, et non pas rue Jean-Pierre Foulon. On souhaitait que ça soit à La Salle, puisque c'était son quartier depuis quelques décennies, son quartier de prédilection. C'est là où il a œuvré, c'est là où il habitait, c'est là où il a fait un certain nombre de choses. Donc on souhaitait que ça soit à La Salle, et manque de peau à La Salle, il n'y a pas de nouvelles rues, et toutes les rues ont une dénomination. Donc c'est pour ça qu'on a proposé ces berges où on a une promenade, où on a une liaison piétonnière, un cheminement piétonnier qui est assez large d'ailleurs, qui part du centre commercial et qui va jusqu'à Edmond-Rostand, à l'arrivée au fond, tout au fond là-bas, enfin au début de la salle, et donc la proposition qui a été faite à la famille, elle l'a agréée, et elle vous en remercie auparavant. Mais c'est vrai aussi qu'on doit revoir ce chantier qui, à mon avis, n'est pas fini. En tout cas, je n'ai pas signé la réception, donc ça veut dire que, en tant que président du CIPA, ça veut dire qu'il n'est pas fini. Autre question, Monique Salomon. Pas de question, donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, toujours avec Monique Salomon, nous allons parler d'annulation d'une voie, la rue Simone Veil. Merci, monsieur le maire. Oui, comme pour la dénomination de la promenade Jean-Pierre Foulon, nous allons vous demander de bien vouloir accepter que nous rendions un hommage à madame Simone Veil pour ses actions à l'Assemblée nationale, particulièrement quand elle a défendu le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse en 1974. J'y ai été et c'était vraiment un grand moment parce qu'elle a mené un combat législatif en fait pour défendre cette loi. Donc voilà. Donc on vous demande, le conseil municipal vous demande de dénommer la nouvelle voie créée entre le rond-point qui est aménagé sur l'avenue des Noyers et la rue Jacques-Yves Cousteau, la rue Simone Veil. Ça se situe donc à côté de Guy Dru et à côté du collège. Voilà, c'est la nouvelle voie qui a été faite. Il y a un rond-point qui est déjà en utilisation et donc la voie a été faite et elle n'est pas encore ouverte, non. Elle n'est pas encore ouverte. Voilà, là par contre, on a une nouvelle rue, donc on peut lui donner un nom. Est-ce qu'il y a Je pense que Simone Veil, ça a été une grande dame, une Française qui a
subi et qui a fait beaucoup de choses. Monique Salomon, évidemment, certains autour de la table ne savent pas de quoi elle parle, mais parce qu'en 1974, certains d'entre nous n'étaient pas encore nés. Et oui, voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai que Simone Veil, qui était ministre de la Santé, a défendu cette loi. C'était un peu compliqué parce que, imaginez cette Assemblée nationale très macho. Elle n'était pas élue à l'Assemblée nationale, elle était ministre de la Santé, elle défendait c'était son projet de loi, quoi. Un projet de loi. Voilà, c'était un peu compliqué, elle a subi des tas de choses, mais bon. Mais depuis, elle a fait autre chose. Elle a quand même été présidente du Parlement européen. Elle a quand même été députée européenne plusieurs fois, etc. Je veux dire, elle a pro-européenne convaincue. Je ne vous parle même pas de ce qu'elle a fait pendant la guerre, de ce qu'elle a vécu pendant la guerre. Jeune, en Deuxième Guerre mondiale, jeune enfant qui a été déporté avec sa famille, quoi, voilà. Avec ses parents, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il n'y a pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Alors, maintenant, nous allons passer à Monsieur Alexander, qui va nous parler de la DM numéro 2 du budget de la commune, pour l'exercice, évidemment, 2017. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette délibération, je vous rappelle, a été validée en commission des finances. Donc, il vous est proposé de délibérer pour le budget de la commune. Cette décision s'équilibre donc parfaitement en section de fonctionnement pour un montant de 157 019 et en section d'investissement pour un montant de 215 400. On va tomber un petit peu dans le détail. Alors, nous avons donc en recette de fonctionnement, en chapitre 73, nous avons 68 396 € qui sont en fait des rajustements de budget primitif. Nous avons le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales qui nous a versé donc cette somme en plus, c'est-à-dire 68 396. Au niveau du chapitre 74, nous en avons pour 88 623. Ce sont des réajustements aussi au titre des exonérations de la taxe habitation et des compensations au titre des exonérations de la taxe foncière. Au niveau, donc, la totalité des recettes se monte donc, comme je vous l'ai dit, à 157 019 €. Au niveau des dépenses, nous avons donc le chapitre 87 pour 5 200 €. C'est en fait une prévision pour des titres annulés sur des exercices antérieurs, comme par exemple la TLPE. Pour équilibrer donc la section de fonctionnement, nous faisons donc un virement à la section d'investissement de 151 819 €. Donc je passe maintenant à la section investissement. Au niveau des recettes, nous avons donc en chapitre 13 63 581 correspondant à des subventions du département, des subventions de la région, des subventions pour l'amélioration de la forêt communale et des fonds exceptionnels pour l'accessibilité des établissements recevant du public. Donc la totalité de ces recettes s'équilibre grâce au virement de la section de fonctionnement de 151 819 €. La totalité des recettes est de 215 400. Au niveau des dépenses, nous avons donc en chapitre 20 des frais d'études concernant la piste cyclable et le pont de Kouniaou. Au chapitre 21, nous avons pour 70 000 €, nous avons des préemptions sur les terrains Ténevin, des frais de notaire pour ces actes, la création et l'achat d'ombrières pour l'école de bergerie, et en même temps des gazons synthétiques pour l'école maternelle des Pins. Comme je répète, la totalité pour 70 000 €. Au niveau du chapitre 23, nous avons donc des installations matérielles,
des restaurations et des collections pour les œuvres d'art. La totalité pour 165 400 euros. La totalité des dépenses est de 215 400 et s'équilibre donc parfaitement avec les recettes pour le même montant. Voilà, c'est ce qu'on a vu en commission, mais bon, on l'a revu en conseil municipal. Ça fait toujours du bien de parler un peu de finances. Là, hein. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'on avait des recettes qui étaient sous-évaluées dans le budget primitif, qu'on a donc, quand on a reçu ces recettes, on a notifié ces recettes et qu'on les a reçues, donc on prévoit, on les prévoit donc en recettes de plus supplémentaires. Et évidemment, tout cet argent, on le met en investissement pour réaliser un certain nombre d'opérations. Pardon ? Attends, coupe ton truc là, parce que c'est lui qui tape, si. Pardon ? Ah ben, il vous l'a annoncé, là, hein, l'ensemble des recettes. Il y avait sur l'exonération de taxes foncières, il y avait un certain nombre de choses. Donc on a reçu, c'était plus que ce qu'on avait prévu au budget. C'est les fonds de péréquation de certaines ressources, des compensations au titre de la taxe habitation. Nous en avait prévu beaucoup moins au budget. Et en fait, dans le micro maintenant. Oh ben on a reçu 73 euros. Ah oui. Ouais, mais je veux dire, 73 on a prévu 73. On avait prévu au budget, par exemple, pour la taxe habitation, 150 000, on en a reçu 223. Et pour le département, on avait prévu... on avait prévu, par exemple, pour les fonds de péréquation des ressources communales, on avait prévu 104 230, et en fait, on a reçu 172 000. Voilà. C'est des bonnes surprises qui nous arrivent de temps en temps. Mais ça, c'est les farces de l'administration. Je rassure M. Bretin, vous savez, l'État nous en donne de moins en moins. Cette année, on a la chance d'en voir arriver un peu plus. Alors maintenant... Attends, coupe ton micro, c'est lui. Voilà. Pardon ? Ah, c'est le mien qui déconne, mais tout à l'heure... Changez-moi le micro, oui, t'as raison, Mathieu. Donc on avait prévu, par exemple, pour la taxe, l'exonération de taxe foncière, je crois que tu as dit, non, un truc comme ça. Bon, on avait prévu moins, et en fait, l'État nous donne un peu plus. Voilà, donc sur cette DM2, je mets aux voix cette DM2. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc abstention de Berlinkels. Unanimité des votants. Merci. Une petite chose, monsieur le maire, il ne faut pas oublier que tous les membres du conseil n'oublient pas de signer à la fin la décision modificative. Voilà. Donc la délibération suivante, il s'agit des créances éteintes, exercice 2017. Rapporteur Teddy Alexander, Madame le Trésorier, veut absolument que nous prenions cette délibération. Je crois qu'elle est hyper simple. Oui, en fait, monsieur le maire propose au conseil d'admettre une créance éteinte et des créances irrécouvrables que nous récupérons plus du tout suite à une liquidation. Une créance de 734,40 € d'une société qui c'était la SARL Book Pièces Auto. Voilà, tout est dit. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne pense pas, puisque tout a été dit. Donc je m'ouvre à cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons des garanties d'emprunte. Alors il y a deux délibérations, la 21 et la 22. Donc pour la société HLM Promologie, dans l'opération des Jardins de l'Arthur. Oui, donc la société Promologie a décidé de contacter auprès du Crédit Foncier de France un prêt social de location d'accession de montant de 710 000 € destiné à financer partiellement l'acquisition en l'état futur d'achèvement de 4 villas destinées à la location-accession sociale situées à Bouc-Bel-Air, 55 chemin de la Pinède et dénommé les Jardins d'Arthur. Le Crédit Foncier subordonne son concours à la condition que le remboursement capital augmenté des intérêts de retard, indemnités de remboursement anticipé, tout autre frais, autre accessoire de l'emprunt, de montant de 710 000 €, soit garanti solidairement avec renonciation aux bénéfices de discussion par la commune de Bouc-Bel-Air
à concurrence de 100% des sommes dues par l'emprunteur. C'est rare à 100%. C'est assez classique. On vote délibération pour délibération. Tu as dit l'autre? Oui, j'ai l'autre. L'autre, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Elle est d'un prêt de 2 877 633. C'est destiné au financement de l'opération Les Jardins d'Arthur, etc. La commune de Bouc-Peller est donc sollicitée par la Société Pomologie en vue de la garantie des emprunts à 100% de l'opération. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je peux peut-être dire une chose simplement. 100%, c'est simplement parce que les transferts de la pierre sont non prévus pour le moment par les textes. Dans le cadre de la métropole, aucune communauté d'agglo ne peut garantir actuellement le prix. Donc c'est purement simplement ponctuel. Avant, on avait la communauté du Pays d'Aix qui garantissait une partie des emprunts. C'était la moitié, non? 55%. 60%, et nous on garantissait une autre partie. Donc le reste, par contre maintenant, puisque avec la métropole, il n'y a plus de communauté d'agglomération, elles ne garantissent plus, la métropole ne le fait pas encore. Merci. Bon, sachez une chose, c'est que, mais au niveau du contingent, c'est nous qui aurons l'attribution, la proposition le contingent, c'est un contingent communal et non pas un contingent intercommunal. Voilà. Autre question? Pas d'autres questions, donc je me vois ces deux délibérations, ça sera le même vote, je pense, non? Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie, et la même chose pour l'autre. Délibération suivante, il s'agit donc de l'approbation de transfert de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité au SMED 13 pour les communes de plus de 2000 habitants. Rapporteur Armand Chamlat. Je vous lis la note de synthèse. Depuis le 22 mars 2017 et au titre exclusif de sa compétence d'autorité organisatrice du service public de la distribution d'électricité, le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône, dit SMED 13, peut percevoir sur la base de l'article L3333-3 du CGCT la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, TCCFE, à la place des communes membres de plus de 2000 habitants et leur reverser 99,5% du montant de cette taxe. Les frais de gestion de 1,5% prélevés par les fournisseurs sont ramenés à 1% quand la taxe est versée à une autorité organisatrice du service public de la distribution d'électricité. Ainsi, le pourcentage des frais de contrôle retenus par le SMED 13 de 0,5% n'impacte pas financièrement la collectivité. Concernant le coefficient multiplicateur utilisé pour déterminer les tarifs de la TCCFE, le comité syndical du 1er juin 2015 a fixé le coefficient multiplicateur à 8,5. Pour les communes de moins de 2000 habitants, il est proposé d'appliquer également le coefficient de 8,5 pour les communes de plus de 2000 habitants. Sauf délibération contraire, ce coefficient multiplicateur restera à 8,5 pour les années à venir. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser le SMED 13 à percevoir la TCFE à la place de la commune, de reverser à la commune 99,5% du produit de la taxe perçue par le SMED 13 et de conserver 0,5 au titre des frais de contrôle. Si je peux apporter quelques précisions, la taxe, la TCCFE, nous la payons tous. Tous qui sont consommateurs d'électricité
paye cette taxe dite TCCFE au profit de la commune. Il faut savoir que, j'ai fait un petit calcul sur la base de 1500, une consommation de 1500 € annuels, dans cette partie-là, dans cette somme-là, il y a 90% qui sont à la TCCFE. Tout en sachant que vous n'avez pas que cette taxe, que nous n'avons pas que cette taxe à payer, la CSPE, la contribution au service public d'électricité, principalement c'est pour payer les énergies renouvelables, pour ceux qui ont des panneaux solaires, de l'éolien ou autre. Il y a aussi la contribution tarifaire d'acheminement de l'électricité. Ça, c'est pour payer les retraites des employés des industries électriques et gazières. Enfin, particularité de toutes ces taxes, on paye la taxe sur la taxe. C'est-à-dire quand vous avez payé la TCCFE, vous payez encore 20% sur cette taxe-là. Voilà ce que je voulais préciser, monsieur le maire. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser à Armand Chamelin? Pas de questions, donc alors, juste une chose, parce que Armand, il a très bien, mais c'est peut-être pas aussi clair dans un truc, c'est qu'en fait aujourd'hui, si on passe pas par le SMED, on a directement, il nous faut faire le décompte de tout, Direct Énergie, l'EDF, le machin, le truc, etc., tous les fournisseurs d'électricité, et on n'obtient que 98,5%, parce qu'ils nous retiennent 1,5% de frais de gestion. Donc là, passant par le SMED, on touchera 99,5%. C'est intéressant. En fait, ça ne change rien, on touche la même somme de part et d'autre, sauf que pour nous, on n'a pas à vérifier auprès des différents fournisseurs d'électricité ce qu'il y a, si c'est juste ou pas juste, c'est le SMED qui s'en charge, et on n'a qu'une facture à éditer pour cette somme-là, alors qu'auparavant, il y en avait 3 à 4, autant de fournisseurs d'électricité. Voilà, ça c'est la solidarité intercommunale avec l'ensemble des communes des Bouches-du-Rhône qui sont adhérentes, qui sont membres du SMED 13. Donc un syndicat mixte, puisqu'il y a aussi des communautés qui sont membres de lui. Question à Armand Chamelin, donc on va mettre aux voix cette délibération, voix contre. Il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité. Merci. Ensuite, nous avons toujours Armand Chamelin qui va nous parler des services communaux de l'eau et de l'assainissement sur la commune, le compte-rendu annuel pour l'exercice 2016. C'est le compte-rendu annuel de l'exercice 2016. La commune de Bouc-Bélier a conclu avec la Société des eaux de Marseille, SEM, un contrat qui a pris effet le 2 octobre 92. On en a parlé un peu tout à l'heure. Pour une durée de 25 ans, nous y sommes, pour la gestion par affermage des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Conformément à l'article L 2224-5 du Code général des collectivités territoriales, la communauté doit mettre à disposition des usagers, des élus et des administrations le compte-rendu annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et de l'assainissement destiné à l'information des usagers. Ce rapport et l'avis du conseil municipal seront mis à disposition du public dans les conditions prévues à l'article L 1411-3 du CGCT par voie d'affiche et auprès du secrétariat général. C'est un petit pavé de cet ordre-là. Vous pouvez l'emprunter, mais il faut le ramener pour vos soirées devant la télé. Voilà, donc je n'ai pas à mettre aux voix ça. Hein. Ça se vote pas, c'est une information du conseil municipal. Voilà, mes chers collègues, écoutez, si vous n'avez pas de questions à poser à Armand Chamelin, il n'y a pas de questions diverses, donc je vous propose que la séance soit levée et je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée.